Bonjour, j'explique un tout petit peu comment fonctionne ce séminaire. Est-ce que vous avez tous, enfin, qui n'a pas reçu le programme? C'est en bonne voie quand même. Vous l'avez reçu? Donc, vous n'avez pas reçu le programme. Voilà. Si tout va mal, tout va mal. Donc, par rapport au programme que j'ai envoyé et que vous trouvez sur le site de notre centre, sipa.paris-sorbonne.fr, par rapport donc à ce programme, il y a une modification, je pense qu'elle n'a pas été apportée. L'avant-dernière séance du semestre a lieu le 8 décembre et non pas le 1er décembre. Et puis il y a doute encore sur l'ordre dans lequel auront lieu les deux dernières séances. Ça peut être l'inverse, mais de toute façon, ça sera le 8 et le 15. Voilà. Donc je démarre proprement dit la séance. Je voudrais d'abord expliquer brièvement comment nous avons conçu ensemble le séminaire de cette année, donc, dont vous avez le titre. Le titre réfère aux questions de justice ethnoculturelle. Vous avez le programme qui combine des interventions demandées à des acteurs de la réflexion sur ces questions et des interventions que nous assurerons nous-mêmes, en général par tandem. Il y aura 2 séances de ce type au premier semestre. On verra pourquoi plus tard. L'une partagée entre Marie-Pauline Chartrand et moi sur l'articulation complexe et importante entre féminisme et multiculturalisme, et l'autre partagée entre Étienne Braun et moi sur l'articulation entre justice ethnoculturelle et justice globale, pour laquelle je demanderai d'ailleurs pour lesquelles séances, ces deux-ci, je demanderai à Geoffroy Leveau de piloter et d'animer ces 2 séances produites sur nos ressources propres. Alors, il s'agit de la dernière année d'un séminaire qui a commencé à la rentrée 2012-2013. Vous retrouverez sur le site indiqué la plupart des conférences de ces 3 dernières années qui ont été filmées, comme elles vont l'être cette année. J'en profite pour remercier le service audiovisuel qui assure régulièrement l'enregistrement et la mise en ligne de ces séances. Ce séminaire va se clore en juin 2016, qui sera d'ailleurs à d'autres égards pour moi une année de clôture, mais en tout cas le séminaire va se clore. Le reste aussi, d'ailleurs, pour ce qui est de ma présence régulière à la Sorbonne, ça y est, je l'ai dit. Donc nous avons choisi les questions de justice et d'injustice ethnoculturelle dont nous avions déjà traité l'année du début, l'année du commencement de ce programme. Nous y revenons parce que ce programme a beaucoup avancé. Les 2 volumes qui rassemblent ce que nous y avons produit tous les 4 et quelques intervenants autres sortiront vers le mois de mars ou d'avril aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Et c'est vrai que quand on reprend une réflexion comme celle que nous avions menée il y a 3 ans sur une thématique comme celle-là, j'ai regardé ce que personnellement j'avais dit à la séance d'introduction et j'en ai été déconcerté. Donc il y a, si vous voulez, derrière ce retour, il y a aussi un certain nombre de changements dans la façon de philosopher et dans les principales problématiques qui structurent la réflexion que nous allons vous proposer. Et puis il y a une deuxième raison de revenir, parce que nous aurions pu faire la même expérience sur les autres secteurs d'inégalité ou d'injustice que nous avons privilégiés, à savoir les injustices de genre et les injustices environnementales ou liées au changement climatique. Nous avons choisi de le faire plutôt
de reprendre plutôt les questions de justice et d'injustice ethnoculturelle pour des raisons en partie externes au séminaire lui-même. Il y a les raisons internes au séminaire qui font que nous avons avancé, que nous nous sommes transformés philosophiquement, je crois de façon assez profonde, mais il y a aussi des raisons externes qui sont constituées en grande partie par des événements tels que les attaques terroristes, djihadistes qui ont eu lieu depuis un an et demi dans plusieurs pays d'Europe, dont et la Tunisie, dont la France. Il y a donc eu toute cette série d'attaques qui ont soulevé deux problèmes. L'un ne sera pas abordé dans ces séances, ou fort peu, mais le second, oui. Ces attaques violentes et meurtrières ont soulevé d'une part le problème du terrorisme, évidemment, c'est-à-dire le problème de sa gestation et du combat éventuel nécessaire à mener contre lui, mais aussi, deuxièmement, cette série d'attentats a soulevé le problème, comme on dit aujourd'hui, de l'être ensemble dans des sociétés à la fois démocratiques et culturellement pluralistes. Je laisse de côté le cas de la Tunisie, qui est une société en transition démocratique, mais pour les autres pays concernés, la Belgique, la France, etc., le Danemark, les deux déterminations de ces sociétés, à savoir ce sont des sociétés démocratiques, ce sont des sociétés culturellement pluralistes, entretiennent un lien. La composante démocratique et la composante culturellement pluraliste des sociétés visées, ainsi que religieusement pluraliste, on reviendra sur cette composante religieuse ultérieurement, ces deux composantes, démocratiques et culturellement pluralistes, s'impliquent l'une l'autre, au moins en partie, dans ces sociétés, parce que, en tant que ce sont des sociétés démocratiques, elles adoptent un principe de pluralité des conceptions du bien, ipso facto un principe de pluralité des confessions religieuses, auxquelles se rattache au moins une partie des conceptions du bien que l'état de droit démocratique dont l'état de droit démocratique essaye de gérer la pluralité et essaye de protéger. Donc, je n'ai pas besoin de préciser davantage ces points pour l'instant. Ce qui s'est passé, disons, depuis un an ou 18 mois dans ces sociétés mettent à la fois en cause la démocratie comme état de droit et le pluralisme des conceptions du bien et des religions, où une partie de ces conceptions sont sédimentées. Alors cette double détermination liée au caractère démocratique des sociétés visées et au pluralisme des conceptions du bien et des religions, explique qu'il y a eu, notamment depuis pour ce qui est de la France, notamment depuis les attentats de janvier dernier, explique qu'il y a eu une multiplicité de débats sur les causes et les conséquences de ce qui s'est passé et dont rien ne permet de penser que ce soit terminé. Il est d'ailleurs significatif qu'il y ait eu, à cette période, en janvier dernier, beaucoup de débats entre nous, y compris entre nous quatre.
j'ai regardé la série des mails que nous avions échangés à ce moment-là, ces derniers jours, et il y avait visiblement, si ce n'est des désaccords, des nuances assez fortes entre des gens par ailleurs proches dans leurs objets de recherche et de réflexion. Au-delà de ces échanges en interne, beaucoup de papiers sont parus dans la presse, dans les journaux et dans des revues dont je vais évoquer quelques exemples. Je ne prends que 3 exemples que je choisis parce qu'ils m'ont mobilisé. Le Monde a publié toute une série de papiers en janvier, février. Parmi lesquels il y en a eu un de moi le 14 janvier qui m'a attiré beaucoup de difficultés. Mon papier défendait à chaud la nécessité d'aménager dans notre société une forme de multiculturalisme détendant les relations interethniques ou interculturelles, de manière à détendre ces relations interethniques ou interculturelles. L'immense majorité des papiers publiés par Le Monde en janvier-février combattait au contraire le caractère multiculturel des sociétés visées, en l'occurrence la nôtre, la France. La plupart des papiers, au moins, problématisaient le caractère multiculturel de notre situation sociale et y voyaient la cause, ou l'une des causes, mais très souvent la cause de la conflictualité qui les traversait et les faisait exploser. Il y a eu beaucoup de réponses et d'objections assez brutales faites dans ce contexte. Un peu plus tard, il y a eu, je vous renvoie à 2 numéros de revue que je vous invite à regarder. Vous les trouverez très facilement, notamment à la bibliothèque de l'UFR, parce que ce sont des numéros très pluralistes où les positions défendues par les uns et par les autres sont tout à fait contradictoires, illustrent l'ampleur des désaccords. Il y a eu un numéro en mars et avril 2015 de la revue qui s'intitule Les Cahiers français sur l'immigration, mais qui porte en fait très largement sur le multiculturalisme, l'assimilation, le débat entre l'assimilation et le multiculturalisme, etc. Et puis, le numéro existe, mais n'est pas encore en librairie, il va l'être. Il y a le dernier numéro donc, qui va sortir ces jours-ci, moi je l'ai reçu il y a 3 jours, du débat, de la revue de Gallimard qui s'intitule Le Débat, qui est entièrement consacré, et c'est rare en France, au multiculturalisme. C'est le numéro de septembre-octobre 2015, où les 2 directeurs du débat, Pierre Nora et Marcel Gauchet, m'avaient demandé un papier que j'ai intitulé « Débattre du pluralisme culturel en France », sans imaginer que nous allions débattre à ce point, avec une confrontation assez violente, à travers une confrontation assez violente avec un papier antithétique, que j'évoquerai peut-être tout à l'heure si j'en ai le temps, de Laurent Bouvet, qui est un politologue qui enseigne à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui, lui, a intitulé son papier « Pour un républicanisme du commun ». Et si j'en ai le temps, j'évoquerai les points d'opposition, mais c'est très vigoureux, au point que la rédaction du débat m'a permis de répliquer aux objections, octroyer un droit de réponse dans le même numéro à Laurent Bouvet, dont j'évoquerai, si j'en ai le temps, quelques éléments tout à l'heure, en disant que cette séance a été élaborée, cette réponse a été, mes réponses ont été élaborées en grande partie avec l'aide d'Étienne Brown, dont j'avais sollicité l'avis parce que comme Québécois, il connaît bien ces affrontements et il est rompu à une bonne partie des objections et des manières qu'on peut essayer d'utiliser pour y répondre sur cette thématique. Donc il y a eu dans la réalité des 9 ou 10 derniers mois, comme dans la réflexion sur la réalité des attentats, la réflexion sur la réalité, ces publications,
de très vigoureux débats, notamment en France, sur la façon de concevoir et de pratiquer le pluralisme culturel dans les sociétés démocratiques. Ou, pour simplifier, disons, les deux positions qui se sont opposées terme à terme, le plus fréquemment, sont le républicanisme et le multiculturalisme, dans ces différentes thématisations. À quoi est venu s'ajouter, je donne le contexte et qui explique le fait qu'à mon avis, il faille effectivement revenir sur ces questions, à l'environnement multiple de ces questionnements, il faut ajouter, il faut verser au dossier, en outre, le phénomène en cours des réfugiés ou des migrants et des migrations, qui très manifestement suscitent des réactions diverses, multiples, parfois contradictoires d'une semaine sur l'autre, avec un extraordinaire flottement de l'opinion et des opinions. Donc le point de départ, c'est ce contexte de conflictualité sociale, sociétale, violente, mais aussi de conflictualité politique, intellectuelle, au niveau des positions prises, au-delà des attentats eux-mêmes. Le simple fait qu'il y ait jusqu'à maintenant un aussi vaste débat sur le problème de l'être ensemble dans une société culturellement plurielle, témoigne, je crois, que quelque chose ne va pas en France avec le pluralisme culturel. Et plus spécialement à travers l'opposition qui existait déjà, mais qui s'est encore creusée entre républicanisme et multiculturalisme, conçus comme antithétiques, comme deux positions antithétiques. Alors nous avons ajouté dans le repérage des positions, dans le sous-titre de ce séminaire, le titre « Question de justice ethnoculturelle, républicanisme, multiculturalisme, interculturalisme ». Nous avons ajouté l'interculturalisme. La position vous est moins connue, familière, j'imagine, mais elle suggère, elle vise en tout cas par sa mention, elle suggère à tort ou à raison, mais ça n'est pas figé, ce séminaire est un séminaire de recherche, nous pouvons avancer au cours de la succession des séances, une autre position que certains auteurs et hommes politiques québécois, nous en avons invité un, qui défend cette position, Gérard Bouchard, coprésident avec Charles Saylor du rapport sur les accommodements raisonnables en 2008, ça suggère qu'une troisième position, éventuellement l'interculturalisme, ou d'autres, pourrait, sinon résoudre le conflit, du moins suggérer une piste à creuser pour échapper à cette situation où on s'envoie des missiles entre républicanistes et multiculturalistes, ce qui n'est pas le régime de croisière normal d'un débat intellectuel. Vous verrez pourquoi je dis qu'on s'envoie des missiles. Encore deux remarques introductives sur la teneur du débat. La deuxième ayant déjà été esquissée, mais premièrement, c'est un débat transversal au clivage politique traditionnel. Par exemple, il traverse le parti qui s'appelle maintenant les Républicains,
Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas sur les mêmes positions que Nicolas Sarkozy sur cette question. Elle va vraisemblablement rompre, enfin, c'est pas impossible, avec la position défendue par le président de ce parti. Et à gauche, le Parti socialiste est lui-même traversé de clivages. Laurent Bouvet, mon interlocuteur à plusieurs reprises dans ce débat, est très anti-multiculturaliste, alors que le dernier rapport produit par le Parti socialiste, par un collègue qui s'appelle Thuot, T-H-U-O-T, que nous avons en principe prévu d'inviter au deuxième semestre, est plutôt favorable à une forme tempérée ou modérée de multiculturalisme. Donc c'est pas un débat droite-gauche, si vous voulez. C'est un débat qui traverse la gauche comme il traverse la droite. Et puis il est, je n'y reviens pas puisque je l'ai anticipé, il est d'une étonnante violence, ce qui est simplement important de souligner une dernière fois, parce que cette violence peut être l'indice indicative d'au moins une partie de ces enjeux. Pour qu'il y ait une telle intensité dans les échanges, il faut qu'il y ait des enjeux qui débordent en général le caractère feutré des débats, plus ou moins feutrés, des débats intellectuels. Je ne prends pas le temps de démontrer cette vigueur, j'y reviendrai tout à l'heure, mais lisez les 2 numéros de revue que j'ai évoqués et vous verrez, vous prendrez la mesure des 2 points que je viens d'indiquer. Alors pour ce qui est de la situation française, dont nous allons parler pour l'essentiel, il faut convenir que le cas y est particulier. Il faut mesurer la particularité du cas de la France dans sa façon de poser, ou de ne pas poser vraiment, le problème du pluralisme culturel. Et cela en raison de choix qui ont été faits au cours de son histoire. Alors je ne vais pas parcourir cette histoire de façon détaillée. Je prends juste 3 dates très éloignées les unes des autres pour baliser cette histoire, si vous voulez. La première date que je signale est très ancienne, c'est 1539. 1539, c'est l'année où est rendue par le pouvoir royal l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est une ville maintenant de la grande banlieue parisienne, entre Paris et Soissons, quelque chose comme ça, non qui avait décidé, l'ordonnance royale avait décidé en 1539 d'exclure toute forme de plurilinguisme en France. Le lien entre la pluralité des langues et la pluralité des cultures n'a pas besoin d'être étayé de façon détaillée. C'est une décision qu'il faut se rappeler, parce que au XVIe siècle, il subsistait encore des langues régionales et une pluralité de langues en France. Et la décision est prise par le pouvoir royal se constituant, prenant la forme qu'il va avoir jusqu'à la Révolution française, d'abolir cette pluralité de langues telle qu'elle se relie et qu'elle véhicule avec elle, au moins pour une part, une pluralité de référents culturels. Première date que je voulais indiquer. La deuxième date est beaucoup plus proche, c'est 1951. 4e République, c'est une loi de la 4e République, qui est la loi d'Exon, D-E-X-O-2-N-E. C'est une loi très étonnante parce qu'elle a des aspects, disons, encourageants quant à la reconnaissance une reconnaissance partielle de la pluralité culturelle et linguistique, mais seulement partiellement. Cette loi avait octroyé, en 1951, c'est vraiment assez étonnant, avait accordé la possibilité d'un enseignement de certaines langues régionales dans l'enseignement du second degré.
en mentionnant le basque, le breton, le catalan, l'occitan, en oubliant le corse. Mais c'est une île, etc. En tout cas, en oubliant le corse. Mais ça permettait d'envisager un enseignement à l'école publique du basque, du breton, du catalan et de l'occitan. Il faut pondérer soit l'horreur si vous êtes républicaniste dogmatique, soit la sympathie que ce dispositif peut inspirer si vous êtes favorable au pluralisme culturel ou linguistique. Il faut le pondérer de toute façon parce que, tout en accordant cette possibilité, la loi en question laissait l'instauration d'un tel enseignement au plan local, lycée par lycée, aux enseignants, aux libres initiatives des enseignants, avec une tendance, du coup, forte à reléguer la décision aux personnes privées, à des personnes, je retire privées, puisqu'il s'agit d'enseignants dans les écoles publiques, aux personnes individuelles, à des individus, à des individualités. Donc, du coup, avec une tendance à la relégation du problème dans la sphère de l'existence individuelle et des convictions individuelles qu'on peut avoir à cet égard. Et donc, malgré les aspects un peu ouverts de cette loi, aucun droit ni liberté individuelle d'accéder à sa culture n'était reconnu aux citoyens français comme tel. Sur un mode donc très différent de ce qui avait été le cas en termes d'acquisition de droits fondamentaux individuels, ce qui avait été le cas depuis 1789 pour la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté de croyance, la liberté d'expression, etc. Une exception a été faite, si vous voulez, sur ce point-là, par rapport à l'esprit de 1789. Puis la troisième et dernière date que je voulais indiquer, elle est beaucoup plus proche de nous, c'est 1992. Le contexte en 1992 est celui du débat sur la question de savoir si la France doit ou non ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. En 1992, donc sous la présidence de la deuxième septennat de François Mitterrand, mais sous un gouvernement de cohabitation. Vous savez que dans ces cas-là, le gouvernement est celui qui prend les décisions politiques, sauf pour quelques grands domaines réservés, mais le gouvernement était celui en 92 d'Édouard Balladur, qui, pour empêcher la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires, fait voter par le Congrès à Versailles un ajout à l'article 2 de la Constitution de 1958, un ajout qui est encore valide, stipulant « La langue de la République est le français ». Alors, il y a eu des tentatives ensuite pour atténuer le caractère unilatéral de la formule, parce qu'on aurait pu faire autrement. Tout en disant que la langue officielle de la République est le français, on pouvait dire qu'il y a par ailleurs des langues nationales, qui sont les langues qui ont fait partie soit de l'histoire de la France depuis longtemps, soit les langues qui ont été installées en France par les vagues, les processus migratoires. Donc on pouvait procéder autrement. La Constitution, qui reste en vigueur depuis 1992, c'est que la langue de la République est le français. Il y a eu des tentatives, je disais, pour assouplir la situation. Elles ont été notamment, ce qui montre que le débat est transpolitique ou transversal au clivage politique. Il y a eu deux tentatives pour atténuer les choses, celle d'Alain Juppé en 1996 et celle de Lionel Jospin en 1999. Donc une tentative sur la droite de l'échiquier politique, une tentative sur la gauche de l'échiquier politique qui ne sont pas parvenus,
dans les deux cas, à modifier suffisamment les choses, ou à modifier les choses, de manière que la ratification de cette charte fameuse, qui reste non ratifiée, le président de la République a essayé cet été d'avancer quelques pions à nouveau en vue d'une telle ratification, et puis les a récupérés très vite parce que ça ouvrait de nouveau des débats. Donc, toutes les tentatives qui ont eu lieu depuis 1992 ont échoué à rendre possible une ratification de la Charte européenne des langues régionales et minorités. Alors c'est un point que je trouve très important, aussi important que les autres dates qu'on pourrait mentionner, parce que, au fond, depuis 1992, en 1992, la France a pris une responsabilité très forte à l'égard de la question de la pluralité ethnoculturelle. Elle a pris la responsabilité de placer sur le même terrain que les trois principes de liberté, d'égalité et de fraternité, qui constituent la devise républicaine, au fond un quatrième principe, qui est l'unicité linguistique. L'unicité linguistique avec ce qu'elle implique avec elle, au moins en partie, d'unicité ethnoculturelle. En tout cas, responsabilité a été prise de placer un marqueur d'identité linguistique et possiblement culturelle sur un pied d'égalité avec les autres grands principes majeurs de la République, que sont, j'ajoute évidemment le principe de la souveraineté du peuple et puis les trois éléments de la devise. Liberté, égalité, république. Fraternité. Je répète qu'on aurait pu procéder autrement. En distinguant notamment le français comme langue officielle et une pluralité ouverte de langues nationales. Dans la mesure où rien de tel n'a été envisagé, il n'existe aujourd'hui, en droit, aucune forme de multiculturalisme en France. J'ai écrit à plusieurs reprises dans les différents papiers que j'ai évoqués tout à l'heure que le terme même de multiculturalisme en France est presque un gros mot. Alors c'est un paradoxe, on peut là-dessus être en désaccord, nous allons en parler tout à l'heure. Je voudrais que cette première séance soit l'occasion de jauger les positions en présence, donc je ne vais pas occuper les 2 heures. Mais il n'y a, disais-je, en droit aucune forme de multiculturalisme en France, et c'est un paradoxe parce que de fait, le caractère multiculturel de notre société est une évidence. La multiculturalité de la population, notamment issue de l'immigration, est une donnée que personne ne peut contester. Nous habitons un pays dont les données statistiques, alors je sais qu'on ne peut pas faire des statistiques ethniques, etc., d'accord, mais les données statistiques, des données statistiques incontestées, font apparaître qu'un quart de la croissance, il faut être précis, un quart de la croissance annuelle de son nombre d'habitants est constituée par des personnes immigrées ou par des enfants d'immigrés. Donc à partir de là, voilà le problème que je voulais mettre en place. C'est un problème qui n'a rien à voir avec la position que
que m'a attribué mon interlocuteur dans le débat. Je lui répondrai tout à l'heure. Ce que je voulais souligner, c'était simplement ce décalage entre le fait et le droit. Entre une multiculturalité très forte et un multiculturalisme qui, au niveau de la façon dont nous représentons ce qui est souhaitable pour l'être ensemble, on est, pour ainsi dire, au degré zéro de sa reconnaissance. Au degré zéro de son éventuelle insertion dans une identité du peuple français qui ménagerait une place à la pluralité culturelle. La thématique, c'est au fond cela qu'avait explicité la réforme constitutionnelle de 1992, c'est que le peuple français est un et indivisible. Politiquement, mais aussi linguistiquement, culturellement. Alors la thèse que je propose d'examiner, enfin de prendre comme au moins comme une hypothèse à débattre, en voyant où nous conduit le fait d'y réfléchir par nous-mêmes et à travers les interventions des invités que nous recevrons et avec lesquels nous discuterons, c'est que ce décalage entre la multiculturalité de fait et le degré zéro de multiculturalisme normatif. En France, ce décalage est inquiétant, préoccupant et, à mon avis, à terme, conflictogène, générateur de conflictualité. Il me semble qu'il y a en effet deux pronostics possibles. Ou si vous voulez, de deux choses l'une. Les deux étant à peu près incompatibles, ce sera soit l'un soit l'autre. Encore qu'on peut imaginer une combinatoire. La première possibilité, c'est que cette conflictualité, la conflictualité prenne la forme d'une montée en puissance des revendications de reconnaissance issues des minorités culturelles et linguistiques. Il pourra surgir à terme une conflictualité issue d'une montée en puissance difficile à maîtriser de revendications, des revendications de reconnaissance et de justice, d'équité, issues des populations qui sont minoritaires mais qui sont de plus en plus présentes. Et qui, dont tout permet de penser, en tout cas c'est une des possibilités, qu'elles deviendront logiquement de plus en plus exigeantes en termes de reconnaissance de leur droit à la diversité. Première possibilité. La conflictualité viendra s'inscrire sur le décalage que j'ai indiqué à partir des revendications de reconnaissance et d'équité non satisfaites pour des populations minoritaires de plus en plus présentes et inévitablement de plus en plus exigeantes. La deuxième possibilité, le deuxième pronostic, en même temps que la deuxième possibilité, est de voir naître autrement la conflictualité,
le conflit peut naître aussi à partir de l'accès au pouvoir, on va dire ça comme ça pour ne vexer aucune adhésion, à partir de l'accès au pouvoir d'une idéologie d'affrontement qui prendra des décisions pour réduire la multiculturalité factuelle. Des décisions qui viseront à réconcilier le fait et le droit en réduisant plus ou moins drastiquement la pluralité des cultures représentées dans ce pays. Une idéologie d'affrontement, donc de conflit, qui choisirait ce terrain, pourra en effet se saisir, c'est une possibilité qu'on ne peut pas plus exclure que la première, elle est ni plus gaie ni moins gaie d'ailleurs, elle pourrait ou elle pourra se saisir de la façon dont beaucoup de Français sont désorientés dans la situation actuelle. En tout cas, une partie des Français se trouvent désorientés devant la présence parmi eux de personnes et de plus en plus avec la succession des générations de citoyens porteurs d'autres référents culturels et linguistiques que les leurs. Ce qui désoriente une partie difficile à chiffrer, mais enfin pas difficile à entendre, de la population, pourra se traduire au niveau des urnes, à un moment ou à un autre. J'illustre ces deux scénarios ou scénarii par deux exemples. Disons, de signes que les deux formes de conflictualité que j'ai indiquées constituent des menaces réelles, pas imaginaires, de ma part. Le premier exemple est pris au début de l'hiver 2014, il y a un peu moins d'un an, où un idéologue français, Éric Zemmour, pour le nommer, s'est cru en situation de pouvoir, lors d'un entretien avec un grand journal italien, Corriere della Sera, de ne pas exclure, il effectue cette déclaration à son interlocuteur, il dit que n'est pas exclue une surprise que nous réserverait l'histoire prochaine. Une heureuse surprise, dit-il, n'exclut pas une surprise que nous réserverait l'histoire en procédant à la déportation de 5 millions de musulmans français. Si vous voulez, on ne peut pas lire ce type de déclaration sans se dire qu'un certain nombre de digues, depuis 92 par exemple, pour prendre la troisième des dates que j'ai évoquées, se sont rompues, se sont brisées, en ouvrant les vannes à des postures comme celle-ci, inimaginables il y a moins de 10 ans. Inimaginables. Et puis, je vais prendre un second exemple concernant cette rupture de digue qui pouvait retenir d'occuper, de défendre des positions égarantes et égarées dans des idéologies dont tout est à craindre. Je vais prendre un second exemple pour le repérage duquel il me faut faire un tout petit détour dont nous avons besoin d'ailleurs, et nous en discuterons, j'imagine,
à la fin de mon intervention, il faut que je fasse un tout petit détour sur l'arsenal conceptuel dont nous disposons pour penser la pluralité des cultures. Et sur la bizarrerie, plus précisément, de l'arsenal conceptuel français qui est en usage pour poser les questions soulevées par le décalage que j'ai évoqué entre la multiculturalité de fait et l'absence de multiculturalisme de droit. Je voudrais dire les choses très rapidement, on y reviendra dans plusieurs séances. Si nous étions en Amérique du Nord, l'arsenal conceptuel permettant de poser les questions de pluralité culturelle permettrait de distinguer trois types de traitement, trois offres de traitement. Alors on peut leur donner plusieurs noms. La première offre, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le melting pot, la métaphore d'un chaudron où tout doit se fondre et disparaître dans la même soupe. Donc tous les éléments de diversité culturelle et linguistique doivent se dissoudre dans le même creuset républicain, si j'ose dire. Car le creuset républicain, métaphore fréquente dans le camp républicaniste en France, c'est le melting pot américain. Premier élément de l'offre. Il y a un deuxième élément de l'offre. Si nous étions en Amérique du Nord, le deuxième élément de l'offre, c'est le multiculturalisme. Qui est désigné polémiquement, je ne distingue pas ici sur ce point-là les États-Unis et le Canada, et notamment le Québec. Le multiculturalisme, c'est ce qu'on appelle aussi la mosaïque ethnique. Vous voyez bien pourquoi l'image de mosaïque ethnique des groupes culturellement distincts posés les uns à côté des autres. Pourquoi cette métaphore s'impose à côté de celle du creuset ou du chaudron où tout se fond dans la même soupe. Là, rien ne se fond, tout se met côte à côte. Et puis vous avez un troisième terme, dont j'ai déjà dit tout à l'heure que je le prenais plutôt comme une hypothèse, qui est l'interculturalisme, qui est un terme spécifiquement québécois, dont on verra ce qu'il signifie plus tard, mais qui constitue une troisième possibilité, proche de ce que, pour ma part, je désigne comme un multiculturalisme modéré ou tempéré. Ça veut dire quoi, modéré ou tempéré? Modéré ou tempéré par les besoins et les exigences de l'être ensemble. Enfin, si nous étions en Amérique du Nord, nous aurions trois possibilités. Nous sommes en France. Alors, sans entrer dans les détails aujourd'hui, je dirais que par rapport à cela, la grille conceptuelle française pour penser la pluralité et le traitement de la pluralité ethnoculturelle se présente à travers une simple alternative, qui est d'ailleurs complexe. Je ne vais pas l'épuiser du tout en la mettant en place là. C'est l'alternative de l'assimilation et de l'intégration, de l'assimilationnisme et de l'intégrationnisme. Alors cette alternative, qui elle aussi est transversale au clivage politique de la droite et de la gauche, il y a des assimilationnistes à gauche comme à droite, et réciproquement pour l'intégration. Cette alternative de l'assimilation et de l'intégration,
est très ancienne. Elle est en fait issue de la pratique coloniale française et du fait que la pratique coloniale en France, au XIXe siècle, dans la deuxième grande vague de colonisation, après celle du XVIe siècle, du XVIIe siècle, la vague du XIXe siècle a été caractérisée par deux types de projets qui accompagnaient la colonisation. Disons, deux types de projets, intégration, assimilation, qui se distinguent par un plus ou moins grand respect de différences susceptibles de correspondre à des droits. Les assimilationnistes sont en principe pour la disparition de toute différence ethno-culturelle pouvant donner lieu à la reconnaissance de droits. Les intégrationnistes, les politiques d'intégration, visent un traitement de la population qui n'impose pas l'abstraction et l'élimination des différences, mais un traitement quand même. Alors on verra, en préparant cette séance, je lisais les numéros de revue que j'ai indiqués, celui de janvier où je n'avais pas lu les autres papiers que le mien, ou très peu, pas eu le temps, et puis le numéro du débat avec ces 10 articles qui m'ont un peu accablé sur le multiculturalisme, qui sont très intéressants, où d'ailleurs plusieurs de ces articles sont écrits, je ne le savais pas évidemment, par certains des invités prévus pour le second semestre, ou le premier semestre, Dominique Schnapper notamment. Assimilation et intégration, ça constitue une alternative difficile à stabiliser. C'est-à-dire le terme le plus difficile à cibler, c'est intégration. Qu'est-ce qu'une politique procédant à un traitement du pluralisme culturel par l'intégration et pas par l'assimilation? C'est d'autant plus complexe, pardonnez-moi si je n'entre pas davantage dans la complexité pour l'instant, mais je vous donne un indice de la complexité de cette affaire, c'est que aujourd'hui, en matière de politique générale de traitement de la population, pour certaines sensibilités politiques débordant les extrêmes, laissant de côté les extrêmes, pour certaines sensibilités politiques faisant partie du débat entre les partis qu'il est convenu d'appeler républicains, au sens large, qui respectent l'état de droit, disons. Eh bien, il y a une tendance assez forte, assez marquée, on y reviendra, notamment, j'espère, avec Dominique Schnapper, à concevoir l'intégration comme ayant pour vérité l'assimilation. À concevoir, je vais prendre un exemple. L'exemple que j'annonçais, le deuxième exemple que j'annonçais, illustre ce point. Une tendance à penser l'intégration en termes d'assimilation. Disons simplement que dans la grille française, où le multiculturalisme est absent, l'interculturalisme encore plus, personne ne sait ce que c'est, dans la grille conceptuelle française, disons que l'optique assimilationniste, hors extrême, gagne du terrain. Et sur les deux versants de l'échiquier politique. Et dans une situation de ce genre, que je vais illustrer par l'exemple que j'annonçais, dans une situation de ce genre, on comprend bien que le multiculturalisme ne peut qu'apparaître et que demeurer, au fond, une espèce d'impensé de la République.
impensé, impensable, et devenir, pour les, les partisans des autres positions, un objet de haine ou de mépris. Alors l'exemple que je voulais prendre a créé chez moi, d'ailleurs, quand j'ai entendu la déclaration que j'avais évoquée, une véritable stupéfaction. C'était le 7 novembre 2014, donc il y a moins d'un an, et c'était l'époque de la reconquête de la présidence de ce qui s'appelait encore l'UMP par Nicolas Sarkozy. L'UMP rebaptisé depuis lors les Républicains. C'est-à-dire que sur le moment, j'avais trouvé ça audacieux, quoi, de prendre un terme qui fait partie du bien commun de la politique française pour désigner un parti, mais finalement, dans le contexte des débats sur le pluralisme culturel, qu'ils aient fini par s'appeler républicains, a une logique aussi. Donc en tout cas, dans un des grands meetings organisés par ce mouvement politique, l'ancien président de la République a déclaré expressément, j'ai le texte sous les yeux, vous le retrouverez aisément, que je le cite, c'est plus simple, pour devenir un citoyen français, il faut adopter le mode de vie français, accepter les règles républicaines françaises et épouser la langue et la culture française. Voilà. On se demande dans une prochaine campagne si l'association des idées, qui visiblement ici joue le rôle d'une argumentation ou prend la place d'une argumentation, conduira à dire qu'il faut aussi épouser un ou une française. C'est la dernière étape d'un glissement où le responsable politique que j'ai mentionné a dit expressément que l'intégration ne suffit pas. Intégration qu'il avait plutôt défendue dans son premier mandat et à laquelle il substitue de façon entièrement assumée cette fois-ci l'assimilationnisme. Et ce qui m'a très étonné au moment où cette intervention a eu lieu, c'est que le traitement de ces discours, mais notamment celui que j'ai cité, par la presse, la grande presse française, le Monde, le Figaro, etc., l'Observateur, a été très très modéré. On n'a pas vu dans ce glissement disant... parce que le discours est scandé sur le mode le multiculturalisme, c'est une horreur. L'intégration, ça ne suffit pas, puis tous les gens applaudissent à chaque fois qu'il exclut quelque chose, et il dit « Aujourd'hui, nous défendons l'assimilation ». Et il prononce la phrase que j'ai mentionnée. Donc là, vous voyez qu'on a un dispositif, d'abord limité en France, qui est limité à l'alternative de l'assimilation et de l'intégration, avec qui plus est une propension à basculer du côté de l'assimilation et de l'assimilationnisme. Et on va voir, pas seulement à droite. Je trouve que nous appartenons de ce point de vue à un pays dont l'inculture politique inquiète dans la simple capacité à inventorier les possibles par rapport à cette problématique. À quoi il faut ajouter encore, évidemment, les effets de la contrainte qu'exerce sur ce dossier et sur la réflexion que ce dossier appelle, la contrainte qu'exerce de plus en plus sur la droite en contexte électoral et dans le système d'élection qui est le nôtre, la droite extrême. Il y a là un piège qui ne devrait échapper à personne.
et qui a pu faire donc qu'un ancien président de la République en vienne ou en vint pour conquérir la présidence de son parti à défendre ouvertement le mot d'ordre de l'assimilation. Donc je répète qu'il était inscrit au cœur de la politique coloniale de Jules Ferry, avec comme opposant, peut-être vous connaissez ça, le grand débat qu'il y a eu sur la politique coloniale. L'assimilation, c'était Jules Ferry, et Clémenceau défendait, lui, l'intégration, en refusant l'idée d'assimilation intégrale. Colonisation par assimilation. Le débat entre Clémenceau et Jules Ferry est le grand débat sur les deux types de politique coloniale possibles, sans doute aucune des deux n'étant véritablement défendable, mais au moins la position intégrationniste ne visait pas à rendre les colonisés, à en faire des mêmes, des pareils, des semblables, au sens, pas d'alter ego, mais au sens des pareils. Oui. Et donc j'ai été stupéfait que cela n'entraîne aucune réaction véritable ni dans le camp des républicains, ni d'ailleurs à gauche. D'où ma question qui est le fil conducteur de ces séances. Jusqu'où peut aller l'anti-multiculturalisme en France ? Est-ce qu'il peut y avoir une limite ? Alors cette question se pose d'autant plus, et je vais terminer par là, que l'autre camp politique, la gauche, qui est mon camp politique, si on regarde ce qu'elle fait quant au listage des possibles, auquel je viens de procéder, on peut le faire de différentes manières. D'abord, on peut noter que le Parti socialiste est extraordinairement muet sur ces questions. Le rapport de Thierry Tuot, que j'ai invité pour cette raison, remis au Premier ministre en 2013, a été, il le dit lui-même dans le papier du débat, enterré totalement et n'a entraîné aucune communication ni aucune réflexion publique sur la diversité des possibles, disons. Alors je laisse de côté le rapport de Thierry Tuot pour l'instant, puisqu'il viendra en parler au deuxième semestre. Je considère, j'avais dit que je le ferais si j'avais du temps, et j'ai encore un peu de temps, pour encore 10 minutes. Je prends les objections que, dans le numéro du débat que j'ai mentionné tout à l'heure, m'a adressé donc ce collègue, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, qui s'appelle Laurent Bouvet, qui est un des idéologues du Parti socialiste. Alors il prend, par rapport à peu près à ce que je viens de vous dire, enfin j'ai beaucoup abrégé mon propos là dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais c'est suffisant. Il m'adresse au fond deux objections. D'abord, il m'attribue une approche, et je jure que je n'ai pas dit dans le papier, vous le verrez, autre chose que ce que j'ai dit là, j'ai employé les mêmes termes. Bon. Il m'attribue une approche ethno-raciale des sociétés. Ethno-raciale. Sikh. Alors d'une part, c'est scandaleux, parce que j'ai dit comme aujourd'hui ethno-culturel, et pas ethno-racial. D'autre part, pardonnez-moi, mais c'est débile, parce que le terme dans ethno-culturel, dans les deux composantes de ce mot, qui pourrait être compris comme désignant racial, c'est ethno, dans ethno-culturel. Mais c'est pas culturel. Précisément, en France, on sait qu'il est très difficile d'employer, à la différence de ce qui se passe en anglais, aux États-Unis notamment, le terme racial, race, très difficile, pour des raisons qui seraient intéressantes d'essayer de reconstituer. Je ne sais pas le faire, mais enfin, c'est palpable. On ne peut pas parler des races. J'y suis habitué, et je ne parle pas des races, jamais.
Donc m'attribuer un point de vue ethno-racial est totalement à côté, d'autant que je répète que le terme ethno-culturel fonctionne précisément pour éviter d'entendre ethnique au sens de racial. On dit qu'il y a un pluralisme ethno-culturel en France ou dans d'autres pays parce qu'il y a plusieurs cultures. Mais on évite par là de laisser entendre qu'il y ait plusieurs races. Donc après, en repasser une couche dans l'autre sens en disant qu'on parle de pluralité ethno-raciale, c'est d'une bêtise, mais qui est aveuglante, enfin. Sur l'utilisation même des mots. Je n'ai jamais employé le terme ethno-racial, et ma tentative, s'il y en a une, et c'est pas facile déjà, est pour acclimater en France l'idée d'une plus grande justice ethno-culturelle, pour reprendre le terme de Gimlica. On dit aussi justice ethnique. C'est-à-dire, en clair, c'est le sens du titre de ce séminaire de cette année, une prise en compte plus équitable de la pluralité des cultures présentes dans cette société. Ce qui n'engage en rien, ça serait un geste supplémentaire, ça n'engage en rien une approche racialisante de cette pluralité des cultures. Je mets au défi de montrer que ça engage ça. Alors, c'est déjà un indice que la discussion n'en est pas une. Il s'agit d'abattre en agitant le spectre du Front National contre le multiculturalisme. C'est évidemment à la fois débile et indigne. D'autre part, vous lirez son papier, qui est d'ailleurs assez bien fait, même s'il est absurde. Il situe le débat sur le terrain d'un tournoi entre disciplines, entre sciences politiques, c'est lui, et philosophie politique, c'est moi. Alors du coup, ce qu'il explique, enfin, je ne cherche pas du tout à adresser à mes arguments des objections rationnelles, il les impute, mes arguments que je viens d'évoquer, au fait que je suis philosophe et que, étant philosophe, je défends forcément une normativité de surplomb. Une position normative, disant comment les choses doivent être. Alors que sa thèse à lui, politologue, c'est que les normes jaillissent du processus social lui-même. Donc, le problème que je pose serait un problème de philosophe. Vous jugerez. Alors, voilà les deux objections, plus quelques autres auxquelles je réponds plus directement. Et c'est là que je mobilise le renfort d'Étienne qui a donné des éléments de réponse dont la vigueur qu'ils ont lui doit beaucoup. D'abord, cet auteur, mais tous les adversaires du multiculturalisme en France, c'est pas spécifique à celui-ci, disant que la position républicaniste consiste à estimer que le multiculturalisme, que toute forme de multiculturalisme est incompatible avec l'idée de contrat social, avec la forme spécifique du contrat social français, disons. Mais français, donc pour les Français, universel. Donc en gros, ce qu'il veut dire et qu'il dit, c'est que toute démarche multiculturaliste met en cause les fondements de la République. C'est-à-dire l'abstraction des différences. L'idée que le peuple est un et indivisible. Alors, disons que c'est à la fois grandiloquent et ridicule. Je ne mets pas en cause les fondements de la République, c'est disproportionné. Et je pense que pour débattre de ce dossier, de ce chantier, qui, il est vrai, est assez lourd d'enjeux, mais il ne faut pas en rajouter non plus, pour espérer débattre, il faut échapper à toute essentialisation de la France comme nation obligatoirement républicaine. Il ne faut pas faire comme si notre histoire républicaine nous interdisait à tout jamais, républicaine depuis pas très longtemps d'ailleurs, comme si elle nous interdisait à tout jamais une quelconque mutation dans la représentation de la coexistence
ou de l'être ensemble. La France sera ce que les Français choisiront qu'elle soit. Ce n'est pas le passé qui nous dicte notre avenir. Donc il faut laisser le choix ouvert de savoir quel traitement de la pluralité culturelle est appelé aujourd'hui par une société comme la nôtre qui est aussi fortement multiculturelle de fait. L'abstraction des différences, qu'est-ce que ça veut dire dans une situation de ce type? Que qui plus est, on peut valoriser. Mais même si on ne la valorise pas, il faut la prendre en compte. Et il faut éventuellement apporter des réponses transformées par la transformation des données de la société pour laquelle on essaye de concevoir un avenir qui ne répétera pas forcément ses choix passés. Qui plus est, pour argumenter comme cela, c'est-à-dire pour soutenir que toute forme de multiculturalisme serait incompatible avec l'idée de contrat social au sens français du terme, c'est-à-dire au sens de Rousseau, il faudrait montrer que notre conception du contrat social ne produit pas d'inégalité injuste, qu'il n'y a pas d'inégalité injuste en France. Qu'on a un truc, le contrat social français, tellement beau qu'il n'y a pas d'inégalité injuste à arranger. Il faudrait montrer que notre conception du contrat social doit être absolument respectée, n'appelle aucune correction, aucun correctif pour intégrer des données nouvelles que les courants de pensée qui avaient donné naissance à cette représentation de la souveraineté n'avaient pas sous les yeux. Donc pour argumenter contre toute forme de multiculturalisme conçue comme incompatible avec l'idée de contrat social, l'idée républicaine de contrat social, il faudrait montrer que cette conception du contrat social doit être respectée absolument au-delà même du fait qu'elle existe, mais pour toujours. Donc il défend par avance un conservatisme hallucinant. La personne qui défend cette position opte pour un conservatisme. Il écrit, mon interlocuteur, mais il n'est pas le seul, je veux dire, je le prends lui parce qu'il est du côté gauche, comme j'ai pris tout à l'heure Sarkozy du côté droit. Alors là, cet idéologue du Parti socialiste écrit, contre moi, le multiculturalisme ne fonctionnera jamais en France, car elle ne peut qu'être républicaine. Mais comment il le sait? Le multiculturalisme ne fonctionnera, je ne change pas un mot, ne fonctionnera jamais en France car elle ne peut qu'être républicaine. Alors ça ne me surprend pas, je sais qu'une partie de la gauche socialiste qui est passée par Jean-Pierre Chevènement jadis est sur ses positions. Mais je trouve que c'est désolant d'affirmer que plus rien ne changera jamais, d'exclure ainsi de façon aussi radicale de quelconque bouleversement. C'est ça que je reprends à ce que m'envoyait Étienne Braun dans ce contexte. Les bouleversements font aussi partie de l'histoire de France. Il n'y a pas que la tradition républicaine, il y a eu des bouleversements qui ont fait partie de l'histoire de France, à commencer par ceux de la Révolution française. Donc lui dit que le multiculturalisme n'est pas une option politique pour la France. Deuxième point, quand il estime que le multiculturalisme, quand il estime comme beaucoup d'autres, comme la plupart des interlocuteurs auxquels j'ai affaire, Alain Finkielkraut, etc., quand ces auteurs, ces penseurs, ces idéologues affirment que le multiculturalisme... Il n'y a rien à faire, ce machin, faut pas... Quand ils affirment que le multiculturalisme détruit le lien social.
ça présuppose, là aussi c'est hallucinant, parce que ça présuppose que le euh, lien social est en état de marche en France. Merci beaucoup. Qu'il est intact. Qu'on a une société à lien social fort, stable, non menacé, non fragilisé, etc. Et que du coup, nous aurions tout à perdre dans une quelconque réforme du lien social, reformulation du lien social, de la façon dont fonctionne dans ce pays le lien social. Mais enfin, c'est stupéfiant au moins pour deux raisons. Parce que, d'abord, il n'y a pas si longtemps, on dénonçait, euh, depuis 20 ans, que le lien social se fragilise, qu'il est atomisé par l'individualisme, que nous sommes en train de perdre des référents, que la société française se leucémise, parce que le lien social il devient de moins en moins incarné dans des balises communes. Là, c'est fini. L'atomisation du social est un problème qui ne se pose plus. Le lien social est en parfait état de marche. D'autre part, il y a eu les attentats de janvier et les phénomènes qui ont accompagné les attentats de janvier. J'ai dit et écrit à plusieurs reprises que pour venir faire mon cours à la Sorbonne le vendredi 8 janvier, le vendredi 8 janvier, c'est la fin des 3 jours. C'est le jour où, pendant mon cours d'ailleurs, je ne l'ai appris qu'en sortant, l'assaut a été donné à l'hypermarché Cachère. Donc j'ai pris un autobus pour venir de chez moi à la Sorbonne et la conflictualité virtuelle y était palpable à chaque fois, ce jour-là, à chaque fois que montait dans l'autobus quelqu'un qu'on pouvait stigmatiser comme musulman. Et j'ai partagé ça avec mes étudiants de mon amphi ce jour-là. C'était une évidence. C'est-à-dire que les gens... Alors, vous pouvez déchiffrer ça en termes de peur, déchiffrer ça en termes d'inquiétude, déchiffrer ça en termes de soupçon, tout ce que vous voulez. Mais c'était absolument palpable. Et il y a eu une très forte situation de tension, on va dire, et d'inquiétude à voir, pour moi en tout cas, à voir nos concitoyens, une partie de nos concitoyens, de certains groupes culturels, affronter des effets de stigmatisation, laissant penser que le lien social entre eux, musulmans on va dire, et nous, on va dire quoi? Car la plupart sont citoyens français, donc citoyens français non musulmans, laissant penser que des effets de stigmatisation, laissant penser que le lien social entre eux et nous était largement effiloché et était à tisser de nouveau, ce qui me fait dire, si vous voulez, que nos compatriotes qui estiment que notre lien social, notre mode de liaison sociale est un modèle et que c'est une forme exceptionnelle de liaison sociale, sont simplement victimes d'un mythe conservateur. Moi, je suis très frappé que dans une société comme celle-ci, qui, alors pour le coup, elle, s'ethno-racialise. C'est la société qui tend à devenir ethno-raciale, d'ethno-culturelle qu'elle était et qu'elle ne veut pas être. Dans une société qui s'ethno-racialise, la structuration du nous et du eux, qui est une structuration quasiment pré-génocidaire, parce que la distinction du nous et du eux, c'est le premier stade des génocides, dans l'approche qu'en font un certain nombre de spécialistes.
Donc dans une société qui prend cette tournure, cette stigmatisation correspond à une étape très inquiétude, une dynamique qui n'a absolument rien de rassurant, qu'on ne peut pas défendre comme si elle était sacrée et comme si elle résolvait tous les problèmes. Donc si vous voulez, je concevons, je pense, ces séances comme tentant de tirer une espèce de signal d'alarme contre cette forme de conservatisme républicain, de gauche comme de droite. Républicaniste, si vous voulez, parce qu'on est tous républicains, bien sûr, mais républicaniste, faisant de l'abstraction des différences une norme. Je trouve que c'est alarmant parce qu'une version dogmatique du républicanisme ou extrémiste du républicanisme ne peut que créer un sentiment d'exclusion chez les minorités culturelles, a fortiori quand leurs membres sont citoyens français. Ce que nous avons tendance à oublier, enfin pour très très grand nombre d'entre eux, depuis plusieurs générations. Et ce sentiment d'exclusion, que je trouve juste, chez les minorités culturelles, peut aller, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, je n'en sais rien, personne ne le sait, dans les attentats de 2015, mais je dis que ça peut aller jusqu'à s'exprimer de façon violente. Et il n'est pas du tout exclu que ce soit plutôt cette violence, plutôt que le multiculturalisme, qui pourrait en venir à favoriser un ralliement de l'échiquier politique à une droite extrême. C'est pas le multiculturalisme qui va favoriser le ralliement à l'extrême droite, c'est l'éventuelle violence qui pourrait surgir de la situation que je viens de décrire rapidement. Une espèce de clivage entre eux et nous, le ressurgissement même du terme de musulman, qui avait disparu pendant des décennies du vocabulaire français, mérite d'être analysé et réfléchi en tout cas. Voilà, je m'arrête là. On peut prendre une vingtaine de minutes pour aborder quelques questions que vous souhaiteriez poser, quelques objections que vous souhaiteriez faire. Ça ne choque personne. Vous êtes tous d'accord. Ou tous tellement d'accord que vous êtes tellement en désaccord que vous en êtes désespérés. Entre l'accord total et le désaccord total, il va y avoir la place pour des questions, c'est forcé. Monsieur. À l'Amérique du Nord. Attendez, parce qu'on a un système d'enregistrement qui fait que si on veut que les questions soient enregistrées, il faut passer un micro. Oui, ça marche. Ça marche. Faites rien, ça marche. En fait, en Amérique du Nord et surtout au Canada, je comprends que le multiculturalisme, c'est vraiment une idée dominante. En fait, je connais des cas où dans un lycée, il n'y avait que 2 Coréennes dans le lycée entier. Et pour ces 2 étudiantes, le lycée a donné
à tous les examens dans sa propre langue. Mais je C'était à quel pense endroit? C'était à quel endroit? au Canada. Oui, mais où? Je crois que c'est Ontario, je crois. Mais je suis pas totalement sûr. Je l'ai lu. Mais en même temps, je crois que c'est un cas exceptionnel parce que le Canada est un pays assez isolé où les immigrés, sera un peu difficile pour les immigrés d'y aller. Par contre, en France, la France est vraiment au milieu bah, de la civilisation européenne et il y a beaucoup de pays autour de la France d'où les, où les immigrés peuvent vraiment prendre un recours. Mais je pense que c'est vraiment une. Donc, dans cet exemple, je comprends vraiment la position républicaine par rapport plutôt à conserver l'identité française, parce que sinon, je pense qu'il y a une différence intrinsique de la géographie qui va, qui peut en fait empêcher de telle une, euh, une acceptation du multiculturalisme. Oui. Je vais laisser Étienne pour ce qui est du Canada, mais dans la typologie que je proposais et par rapport à laquelle je signalais la pauvreté de la dualité française républicanisme multiculturalisme, ou non plus exactement prenons les opérations politiques, intégration et assimilation. Par rapport à cela, le multiculturalisme, c'est pas seulement, c'est même pas franchement le Canada, c'est quand même les États-Unis, si vous voulez. Donc je vois pas pourquoi vous dites que ça s'explique très bien au Canada, mais ça pourrait pas marcher pour la France, alors que les États-Unis se sont constitués très largement à partir des vagues d'immigration. Mais en fait, j'ai grandi aux États-Unis quand j'étais enfant. Et strictement, à ces jours-ci, si on voit les débats présidentiels pour le parti républicain, c'est vraiment c'est Donald Trump qui gagne à beaucoup d'attention, mais si on entend son opinion, c'est vraiment contre toute forme d'immigration euh, et pour leur point de vue, je crois que euh, ce qu'ils préfèrent les Américains plutôt, c'est une forme de républicanisme. Étienne, allez-y, parce que... Alors, pour commencer, je vais être certain que je comprends bien le sens de votre intervention. Vous semblez supposer qu'il y a quelque chose comme une spécificité géographique du Canada qui ferait en sorte que les Canadiens ont tendance à être moins anti-multiculturalistes que les Français. Est-ce que c'est tout simplement que la France accueille plus d'immigrants que le Canada? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez dire précisément quand vous pensez qu'il y a une différence géographique qui pourrait provoquer une différence dans les réactions au multiculturalisme? Parce que simplement pour arriver au Canada, il y a deux océans et le Canada n'a pas de problème, par exemple, des réfugiés syriens et des problèmes humanitaires. Et
Et oui, dans cette manière, je crois que cet élément géographique peut jouer un rôle. Non, mais là, il ne faut pas renier notre identité intellectuelle de philosophe. C'est-à-dire que nous n'expliquons pas les modèles, les types de positions sur le problème du pluralisme culturel à partir des histoires des différents pays, même si ce que vous dites était vrai, était juste, était exact, même si l'analyse était exacte, ça n'interdit pas de débattre des mérites et des défauts respectifs des différents types de positions que constitue le républicanisme tel que défini, le multiculturalisme comme mosaïque ethnique, ou la troisième position, l'interculturalisme. Donc là, à la rigueur, en procédant comme ça, vous expliqueriez qu'il y a une manière de percevoir le problème différente selon les pays, mais vous n'allez pas tester les positions, la force et la faiblesse des positions en présence en procédant comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi les... Oui, on va avoir une autre question. Et d'après votre intervention, il semble qu'aujourd'hui, l'esprit républicanisme prédomine un peu chez le peuple français en général. Et moi, je me pose la question de savoir comment l'histoire française est enseignée au lycée, au collège, je ne sais pas trop. Parce que il y a des immigrés en France, c'est un fait. Mais il y a l'arrivée de ces immigrés en France s'étale sur beaucoup de décennies et des circonstances différentes et particulières. Il y a des immigrés qui étaient des Français avant même l'indépendance. Et durant les deux guerres, et les deux guerres mondiaux, les immigrés ont combattu pour la France. Alors je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes Français savent du moins, ou je ne sais pas comment l'histoire s'apprend, mais je me réserve de juger, mais est-ce que aujourd'hui les jeunes Français savent que les immigrés dont on parle aujourd'hui ont versé leur sang pour la France? Oui, en général, c'est bien connu, mais ça n'empêche pas, disons. Voilà. C'est bien connu, je veux dire, il y a eu des films très très populaires récemment sur les indigènes de la République, etc. Tout ça ne fait pas difficulté, on le sait. Mais il reste que des positions comme celles que j'ai analysées restent possibles, si vous voulez, sont affirmées sans atténuation. Mon propos va probablement rejoindre celui de ce monsieur. L'immigration, me semble-t-il, a connu de très nombreuses vagues et ne se produisait pas du tout sous la même forme il y a quelques décennies, quelques centaines d'années maintenant. Je pense en particulier à l'arrivée des immigrés travailleurs européens auxquels on demandait par la suite de franciser leur nom, mais qui paradoxalement se retrouvaient toujours ghettoisés d'une certaine manière. J'aimerais simplement savoir s'il s'agissait là d'assimilation ou d'intégration. Et par ailleurs, y a-t-il eu une sorte de basculement que l'on peut précisément identifier entre ces deux perceptions qu'on a pu avoir en France des immigrants, en fait, des immigrés? Ce que je voulais simplement dire pour répondre à une partie de votre question, c'est que la dualité intégration-assimilation, je l'ai dit tout à l'heure au passage, a été forgée pour concevoir des politiques coloniales. Ce n'est pas une distinction de politique intérieure, c'est une distinction qui a été forgée au moment de la Troisième République pour voir ce qu'on allait faire dans la colonisation d'Algérie, la colonisation du Maghreb, la colonisation de l'Afrique subsaharienne, ce qu'on allait faire des populations des pays colonisés. Donc ça part de ce contexte-là.
Et ces deux offres, avec une politique coloniale, disons, plus progressiste, qui était classiquement plutôt à gauche, et une politique plus assimilationniste, a été beaucoup plus récemment transposée dans le contexte de la politique intérieure, à travers la question dont nous traitons, et nous ne traitons que de cette question-là. On ne traite pas de la question de l'immigration, là. On traite de la question de savoir que faire d'une société qui est effectivement pluriculturelle. Voilà. Quel droit reconnaître, comment assurer une compatibilité des différentes cultures, est-ce que ça doit rester exclusivement dans la sphère privée? Enfin, notre question, c'est ça. C'est comme pour la première question qui avait été posée, c'est pas un problème d'explication, ni un problème référent aux usages passés des termes. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est disons, une tendance à faire de l'assimilation l'accomplissement de l'intégration. C'est ce que je pointais tout à l'heure, je ne peux pas l'enlever, à gauche comme à droite. Oui, moi, je voulais vous demander, parce que vous avez parlé, vous avez donné différentes raisons pour lesquelles la France ne considère pas vraiment le multiculturalisme comme une option. Mais concrètement, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'est pas une option. Enfin, mis à part, d'accord, on a une histoire, vous avez cité des lois qui montrent ces racines-là, mais enfin, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est bloqué à ce stade-là, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à adopter une autre forme de pensée justement de cet ethnoculturalisme? Je ne sais pas ce que on en pense autour de moi, mais pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'histoire, et puis il y a aussi une espèce de fantasme français, typiquement français, qui est ce qu'on nous reproche très souvent à l'étranger en disant que c'est une forme d'arrogance, qui est d'imaginer que notre histoire a produit le meilleur de tous les systèmes envisageables. Et ça, c'est très très particulier. Alors il faut vraiment que la société, comme c'est le cas actuellement, soit en train de se transformer considérablement par elle-même à travers la montée en puissance du pluralisme des cultures, qui s'accroît considérablement, pour espérer que les Français sortent de leur obsession à concevoir que ce qui est français est forcément universel. D'une part, ce qui est français l'est pour toujours, la phrase que j'ai citée tout à l'heure, et par ailleurs que dès lors qu'on pense vraiment comme des Français, on pense pour le monde entier. C'est insupportable. À mes yeux, c'est insupportable. Et la prise en compte de modèles que nous n'avons pas inventés nous est extrêmement difficile. Alors, je ne sais pas comment ça s'explique, mais comment c'est perçu d'ailleurs. Je rajouterais rapidement, j'ai l'impression que pourquoi c'est pas une option. Je pense que pour nous, à notre avis, c'est une option, mais pour certains républicains, pour disons les républicains les plus fermés au pluralisme culturel, je pense que ils ont l'impression en fait ou on a l'impression en fait que ces républicains-là pensent qu'ils ont le monopole de la définition légitime de l'universel, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que l'universel politique qu'ils conçoivent est le bon, et donc que les minorités culturelles qui sont exclues, qui n'ont pas la chance de participer à la définition de cet universel-là, devraient tout simplement accepter leur propre définition, qu'à partir de ce moment-là, si on pense qu'on a la définition adéquate de l'universel, on n'a pas besoin de dialoguer. Mais bon, enfin, je pense que c'est une question très intéressante. J'ai hâte qu'on puisse poser cette question-là à nos interlocuteurs qui défendent une forme de républicanisme. Puis, ce sont des gens intéressants ils ont quelque chose à dire. Oui, si je peux rajouter un élément, il y a aussi un élément de réponse, mais qui était déjà inclus dans la première option signalée par Anna Renaud, qui, à mon avis, est un élément de réponse administrative et politique, ou administrative et juridique. C'est-à-dire que c'est pas simplement inscrit, quand on dit dans l'histoire, c'est inscrit évidemment dans les théories, c'est inscrit dans un certain nombre d'événements, mais c'est aussi inscrit tout simplement dans la forme même qu'a prise la République. Et notamment quand on travaille sur les politiques de décentralisation, de déconcentration, sur l'ensemble, en gros, des politiques telles qu'elles ont dessiné un territoire et un système juridique,
toutes ces politiques se sont construites autour de l'idée d'une république une et indivisible. Et cette pesanteur-là, ce n'est pas une pesanteur dans les mentalités, c'est véritablement une pesanteur institutionnelle. Et ça s'applique à tous les niveaux. Ça s'applique au niveau de l'école. On peut pas, quand on est prof, on en prend conscience immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre ce dogme républicain parce que ça marque la façon de procéder administrativement, la façon de se référer à un chef d'établissement, à un rectorat, à un ministère, etc. Et donc la mentalité républicaine, elle est quasiment à un niveau d'un surmoi, mais d'un surmoi institutionnel et administratif. Et du coup, une des façons, à mon sens, d'agir contre ça, c'est de modifier administrativement la France. Mais quand on voit tout le passif des lois de décentralisation, puis qui ont été affaiblies en déconcentration, etc., on s'aperçoit que c'est quasiment peine perdue, tellement il y a des pesanteurs institutionnelles et administratives. Au plan de l'histoire des positions, je dois dire que ça fait une trentaine d'années que je travaille sur ces questions-là. Des auteurs français, pas forcément des philosophes d'ailleurs, prenant en considération simplement la position multiculturaliste, j'en ai pas rencontré 50, hein. J'ai rencontré Alain Touraine et son principal disciple qui est Michel Vivorca. Et je dois dire que j'aurais du mal à en signaler d'autres. Je parle d'auteurs un tout petit peu visibles, quoi. Sinon, le présupposé républicain, que je n'ai pas en haine, je suis républicain. Il y a quelque chose de positif dans la tradition républicaine, dans l'espèce de mixte de droits sociaux et de droits-liberté qui est spécifique de l'option républicaine. Ceci doit être évidemment creusé et conservé. Où ça ne colle pas du tout, c'est dans la relation à la pluralité. Parce que si vous prenez simplement... alors la devise française, le principe français du peuple français un et indivisible, si vous comparez ça à la devise américaine e pluribus unum, l'unité à partir de la pluralité. Mais en France, c'est pas l'unité à partir de la pluralité, c'est l'unité contre la pluralité. C'est-à-dire les Français sont convaincus, pratiquement spontanément, qu'il faut éradiquer la pluralité pour qu'il y ait entre nous des relations suffisamment unitaires, unifiées, cohésives, si vous voulez. Et c'est là que vous voyez quelque chose que vous n'êtes peut-être pas familier, mais qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a une forme de communautarisme implicite dans cette version du républicanisme, dans cette version française radicale du républicanisme, parce que nous pensons moins la société au sens propre comme un rassemblement d'individus divers que comme une communauté de gens qui partagent une même identité. Et là, c'est vraiment très, très, très spécifique. Je ne sais pas comment c'est perçu d'ailleurs, mais s'il y a une spécificité française, pour le meilleur et pour le pire, elle est là-dedans. C'est-à-dire concevoir que la pluralité est une menace. Une dernière remarque ? Simplement un avis, quoi. Pas forcément une question. Oui. La conférence de monsieur qui vous a attaqué dans... Le micro était derrière vous. Oui, c'est vrai que ça pose problème et du coup aujourd'hui on a comme ça une espèce de clivage qui s'accomplit et qui résulte d'années et d'années où on a laissé des situations pourrir. J'ai ma compagne qui allait la semaine dernière à Clignancourt, toute seule, elle est revenue, elle m'a dit plus jamais toute seule. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression, bon, je me trompe peut-être, mais qu'il y a une espèce de besoin d'enracinement qui n'a pas été accompli avec les populations qu'on a accueillies, c'est-à-dire qu'on les a laissées ghettoisées, je ne sais pas le terme exact, et aujourd'hui on a une situation qui pourrit, qui s'envenime, et j'ai l'impression que c'est aussi ce besoin d'enracinement qui monte aussi du côté
de l'autre côté, du coup, on est obligé du coup de parler en clivage, ce qui est vraiment embêtant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un enracinement qui n'est pas pensé des deux côtés, qui n'est pas traité. Je me trompe peut-être. Mais ça, c'est descriptif d'un état de fait, c'est-à-dire que au clivage entre eux et nous correspondent très logiquement des sentiments de peur, d'inquiétude, parce que eux, c'est pas nous. Alors après que ces phénomènes de polarisation, avec tout ce qui les accompagne en termes de fantasmes, de peur ou de terreur, aient été produits par des politiques de la ville notamment, qui ont été très, très mal menées, à gauche comme à droite, c'est pas douteux. Mais pour dire ce que vous dites, par exemple, il faut déjà ne pas être conservateur, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est pas le maintien du statu quo qui va faire qu'on sorte de ces situations. C'est plutôt le fait de considérer qu'il faut repenser le lien, repenser la pluralité, réarticuler liaison et plurialisation des individualités et des collectifs, et pas du tout imaginer qu'on est dans une situation stabilisée où tout va bien. Et que, au contraire, c'est dans les pays ayant enregistré la multiculturalité que tout va mal. Et que notre truc à nous, Français, c'est d'avoir fait table rase de tout cela. Mais visiblement, ce que vous décrivez, en plus, manifeste qu'on n'a pas fait table rase. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... L'assimilation n'assimile jamais, qui plus est. Elle rend simplement une personne mal assimilée, mécontente d'avoir fait l'objet d'une politique d'assimilation et de ne pas avoir été reconnue, reçue dans sa différence. Ce qui fait une double peine, si je puis dire, un double échec. On est mécontent des deux côtés. On voit donc que la situation est effectivement catastrophique. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux voies sur lesquelles les choses pouvaient se terminer ou se diriger maintenant vers des formes de conflictualité de deux types, je le pense très sincèrement. Oui. Soit parce que dans la situation de peur panique que vous évoquez, une idéologie anti-pluraliste obtiendra une majorité, soit parce que les minorités se rebelleront contre la situation qu'il aurait faite, y compris dans les ghettos que vous évoquez. Donc dans les deux cas, ça ne va pas. Ça ne va pas empêcher d'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on se revoit dans 15 jours. C'est ça. Ouais. Où on accueille Dominique Schnapper, Ouais, le 13. qui est quelqu'un qui a une position très subtile, plutôt intégrationniste, libérale.